les données. Par exemple, pour une école, on présentait toujours la moyenne par rapport aux autres écoles de la même circonscription. Et dans une circonscription, une commission scolaire, on présentait toujours la moyenne des autres commissions scolaires. Et on leur disait, bien voilà, c'est juste ce qu'on voit. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Puis vous n'êtes même pas obligé de nous le dire, ce que vous faites avec ça. Ça appartenait, pour ça, la notion d'agentivité, la notion de pouvoir, et c'est ce qui est à l'opposé des données probantes, c'est d'être informé. C'est-à-dire, les données sont là pour informer. Les résultats de recherche sont là pour informer. Ils ne sont pas là pour dicter. Donc, l'agentivité de l'acteur, sa prise de décision informée par des résultats. Alors, la même grille pouvait servir et être présentée dans un contexte un peu différent, selon cela. Au niveau de la classe, ce qui a été très précieux pour aller vers l'accommodation, ça a été d'établir la distinction entre est-ce que l'activité proposée fait appel à de la répétition? Est-ce qu'on demande à l'élève de répéter? Ou si on le met en situation d'investiguer? Et là, je suis avec de retourner à Caroline, là, qui a un beau modèle de pédagogie de l'enquête par rapport à cela. Là, en répétition, on était en assimilation. En investigation, on était en accommodation. Le troisième, l'imagination, il peut aller d'un côté ou de l'autre. Donc, on fournissait des données à ce niveau-là. Et du côté du soutien pédagogique et technique, bien là, vous avez une série d'activités qui étaient repérées. Il y avait des grands nombres à un moment donné là, dans tout ça. Et il y avait un certain nombre d'activités qui se produisaient à l'intérieur. Par exemple, le son en classe élargie, on est en assimilation. Ça a l'air nouveau, ça a l'air intéressant, ça va chercher des experts, mais c'est des choses qu'on fait d'habitude. Quand cependant, un conseiller pédagogique travaillait avec 3 classes différentes et que l'enseignante devenait l'apprenante la plus aidante, par-dessus l'épaule, là, on était en accommodation, si vous voulez. C'est pas des choses qu'on pouvait faire sans. Alors, voyez-vous, ce sont quand même des distinctions un peu, comment on dit ça, rough, un peu grossières. Mais en même temps, c'est ça qui parle, parce qu'on parle à beaucoup de monde en même temps. Donc, on avait, si vous voulez, les mêmes grilles pour toutes les personnes qui voulaient savoir où c'était rendu et quel était leur propre cheminement par rapport à cela. Donc ça, on a utilisé ça beaucoup aussi. Caroline? Oh. Tu peux envoyer la parole à une de tes collègues. Non, moi je m'intéresse à travers tout ça, c'est aux productions. Donc on parle beaucoup de co-élaboration et de recherche. Et donc la recherche fait apparaître des choses et informe. Je trouve que c'est tout à fait juste et c'est très intéressant. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est par quels moyens on peut y arriver. Et comment on peut voir si d'une façon ou d'une autre, une réinjection, une opérationnalisation. Donc, par les enseignants? Oui, par les enseignants, par toutes les parties prenantes en fait. Mais peut-être que du coup, les travaux que vous menez peuvent éclairent. Oui, ben, en fait, c'est assez long, cette réinjection par les enseignants, parce qu'il faut le temps, comme le disait Thérèse, qui s'approprie déjà les outils, la manipulation des outils, avant de pouvoir en envisager un intérêt pédagogique, je dirais. Et même entre eux, je pense que c'est quand même un travail d'assez longue haleine. Je pense que c'est déjà un élément assez important dans l'attente qu'on peut avoir par rapport à ça. C'est un peu en lien aussi avec ce que je exposerai, mais il y a aussi la question de la manière, donc là on parle souvent de la recherche en contact avec le milieu professionnel, les personnes qui sont déjà dans le métier. Mais il y a pour moi aussi à re-questionner du coup toute la formation professionnelle. Quel est le degré de contact avec ce que la recherche a pu faire apparaître pour les personnes qui sont encore en Master 1 et en Master 2. Et là, je pense que le temps de diffusion est encore long et difficile. Il pose problème.
surtout dans un champ où les choses vont très vite. Et en tout cas, je trouve que le modèle que Thérèse a présenté est très intéressant. Parce qu'il tente d'objectiver des choses qui autrement ne sont que peu objectivées, je trouve. Pas assez. Nous, en formation initiale, ça fait seulement 2 ans que le Knowledge Forum est utilisé mur à mur pour tous les futurs enseignantes et enseignants du primaire, là, du premier degré. Là. Et c'est un accident parce que c'est une personne qui a travaillé des années dans l'école en réseau maintenant qui donne le cours, qui est professeur. Alors, voyez-vous, c'est même pas une décision d'institution. On reproduit nos silos, on n'est pas mieux que les autres à Québec pour faire cela, là. Mais vu que c'est Christine Hamel, puis Christine Hamel a plusieurs articles sur les conditions d'innovation dans l'école en réseau, et puis elle a été une personne qui a offert du support et du soutien dans l'école en réseau. Elle connaît très bien le Knowledge Forum, elle a fait des années de discours autour de cela, et puis maintenant, tous les étudiants de formation initiale du premier degré l'ont. Quand tu poses la question, comment on fait? Oui, allez-y. Moi, j'avais une question sur l'usage aussi du modèle. Ce que je comprends, c'est que la façon de caractériser, donc de placer dans certains petits cubes, c'est au regard de l'observation de pratiques. Et de conversation. Et de conversation, voilà, c'est oui, ça. Parce que on cumule les fiches ethnographiques chaque fois qu'il y a eu un échange avec les enseignants, un enseignant, une enseignante, une direction d'établissement. Et que le choix, finalement, appartient aux chercheurs au regard en gérant, par exemple, la notion d'assimilation et d'accommodation. C'est-à-dire de se dire quelle pratique elle réfère plutôt à ce processus ou à celui-ci. C'est-à-dire, oui, on dessinait, on disait, par exemple, ici, il n'y a rien. C'est blanc. Ah, ici, il y a un peu quelque chose. Ah, ici, il y en a plus au niveau de la classe. Nous, on disait ça, mais on ne disait pas d'une manière autoritaire. Hein. On disait, avec les informations qu'on a, ça donne ça. Qu'est-ce que ça vous dit? On les laissait interpréter. Ils étaient les premières, c'était les personnes qui avaient l'autorité pour interpréter leurs données, parce qu'ils connaissaient leur contexte, qu'on n'avait pas du tout. Alors, du coup, ma question, c'est, parce que par rapport à la notion de preuve, souvent, il me semble qu'elle est sous-tendue par l'idée de tests ou d'évaluations faites aux élèves pour mesurer un progrès en termes d'apprentissage, de connaissances, etc. Oui, et donc, tout à fait. Et ici, on est simplement au niveau du traitement. Et alors, Il faut que le traitement se pratique pour être capable d'évaluer après. Alors, ces résultats d'élèves là, dans ce modèle, où ils interviennent ou comment ils interviennent? C'est-à-dire, est-ce que vous aviez à des moments comment oui, tout à fait. Mais ce n'était pas dans ce schéma-là. D'accord. C'est-à-dire, voyez-vous, c'est recherche-intervention. Quand on faisait ça, on fournissait des données, ça venait éclairer la prise de décision des acteurs, mais on était beaucoup plus du côté de l'intervention que du côté de la recherche. Vous étiez plus du côté de l'intervention. De l'intervention que de la recherche. C'est une caractéristique du design based research, c'est qu'il y a une place plus grande à l'intervention qu'à l'habituel. C'est-à-dire, quand vous faites cette catégorisation, c'est pas de la recherche pour vous, c'est de l'intervention. C'est de l'intervention. C'est de la rétroaction. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que la recherche, c'est plutôt le niveau méta qui regarderait comment les personnes utilisent les descriptions qui sont faites par les chercheurs et les interprétations qui sont produites? C'est-à-dire que finalement, mais je pense dans l'axe 4, il y a des éléments de ce type-là qui sont développés au niveau du laboratoire, c'est-à-dire les dispositifs, il s'agit de les construire et de les co-construire avec les personnes, et comment les résultats finalement sont vraiment sur les modalités d'utilisation des dispositifs et d'appropriation des dispositifs. Est-ce que vous procédez comme ça aussi? On en est bien utilisé beaucoup plus la théorie de l'activité. Ce modèle-là, je l'ai trouvé là, loin dans l'ordinateur. La théorie de l'activité était beaucoup plus riche pour expliquer ce que vous dites. Nathalie, et puis après, alors je ne sais pas trop comment vous aviez prévu de gérer le temps, parce qu'en même temps, je me suis dit, je vais gérer le temps, et là, je vois l'heure qui passe, et je ne sais pas qui intervient, comment, combien de temps. Et l'adaptation, c'est la vie, mais quand même, il faut que je me donne quelques cadres. Donc peut-être on prend la question de Nathalie, et puis vous me dites comment vous... Moi, je peux continuer, mais il y a déjà quelqu'un qui est là, donc... Non, enfin, je peux, mais je pense qu'on a... En termes de cadrage, et puis après, comme ça, on a vraiment des exemples, ça va? Alors Nathalie, et puis après, peut-être si vous voulez mettre une conclusion à un propos, et puis... comme ça, vous vous redéplacez, et puis on fait 2-3 exemples vraiment concrets sur les recherches que vous avez menées ici. Super. Ouais, allons-y, Nathalie. Oui, moi j'aurais souhaité vous interpeller sur la question de l'innovation.
quand je vois sur l'innovation. Parce que quand je vois le modèle que vous présentez, comme ça, j'ai l'impression que dessous, il y a un modèle de l'innovation en éducation. C'est quelque chose, quand il y a des conceptions de dispositifs innovants, l'innovation, dispositifs innovants, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, sans forcément s'arrêter toujours sur ce que c'est que la question de l'innovation dans le domaine de l'éducation. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous interpeller. Pour vous, est-ce que par exemple ça c'est un modèle de l'innovation, ce qui voudrait dire que pour parler de l'innovation en éducation, en formation ou en enseignement, il faut mobiliser un modèle qui est un modèle à mon avis de l'activité, parce que là on est sur un modèle de l'activité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, pas du tout. Et d'autre part, quelles sont pour vous les conditions d'introduction d'innovation, de l'innovation, et les conditions qui permettraient d'évaluer les effets de l'innovation? Parce que, en vous écoutant, je pense qu'il y a un moment donné, à quel moment peut-on dire qu'on a de l'innovation? Est-ce qu'il y a quelque chose sur le terrain, des pratiques des enseignants, qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir introduire de l'innovation, on va appeler ça de l'innovation? Parce que du changement, il y en a toujours du changement dans les pratiques, on ne peut pas dire que les enseignants, il n'y ait pas de changement. Donc, quel est le critère qui permet de dire que quand on introduit quelque chose, c'est de l'innovation? Et quel est le critère qui permet d'évaluer les effets de ce qu'on appelle l'innovation pour vous? Parce que je vais vous répondre en termes de critères, mais pour nous, notre façon d'approcher ça, c'est avec la théorie de l'activité, le modèle d'Engstrom et l'apprentissage expansif. C'est au moment où une communauté, un groupe se donne un modèle, l'expérimente, est informé par des résultats de recherche, où le chercheur fournit des données